Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h, Vincent Gann pour vous retrouver donc ce matin. Je vous rappelle que vous êtes en train d'assister à la conférence en ligne FXCM Daily FX France du vendredi 24 avril 2015. Cette conférence, et je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal pendant ma présentation, a lieu le dernier vendredi de chaque mois et ce jusqu'à la fin de l'année 2015 avec chaque mois des invités qui seront divers et variés. Nous sommes d'ailleurs d'ores et déjà en train de préparer notre rendez-vous du vendredi 29 mai et nous vous réservons quelques surprises. Prenez connaissance de cet avertissement sur les risques liés au trading. Vous avez avant moi assisté à 2 heures de trading sur un compte réel par Luc Vaudan. Plus que jamais, bien comprendre ce type d'avertissement sur les risques me semble tout à fait primordial. Je l'ai laissé quelques instants, vous avez pu en prendre connaissance. Moi concrètement ce matin, ce que je vais vous proposer, c'est le morning meeting de 11h habituel. On va prendre le temps d'étudier les marchés, on va analyser les marchés, revenir sur l'actualité fondamentale qui impacte les marchés aujourd'hui. Je vous rappelle que la réunion de l'Eurogroupe, une réunion de l'Eurogroupe a lieu aujourd'hui. Le marché n'attend pas de propositions de nouvelles réformes par la Grèce, car cette dernière a tout au long de la semaine procédé à un certain nombre d'opérations pour gagner du temps et faire face à ces échéances, les prochaines étant vis-à-vis du Fonds monétaire international, notamment 200 millions d'euros le 1er mai, 760 millions d'euros le 12 mai. Sur notre site internet, un article a été écrit hier soir et qui revient justement sur ces prochaines échéances. Alors, je vais commencer par ça avant de revenir au graphique et puis de vous présenter l'actualité fondamentale du matin et des prochaines heures. Vous avez sous les yeux un article intéressant hier que vous proposent David Rodriguez et Adrian Raymond. Quelles sont les prochaines dates critiques pour la Grèce et pour l'euro? Eh bien, vous les avez sous les yeux. Alors, je vous invite à bien les lire, ces dates critiques, car elles sont majeures. Ce sont ces dates-là qui vont créer de la volatilité sur le prix des actifs financiers, avec, bien sûr, cette période de résultats trimestriels des entreprises, à la fois au sein de la zone euro et aux États-Unis, notamment la semaine prochaine. Plusieurs entreprises, plusieurs poids lourds du CAC 40 publient leurs résultats trimestriels. C'est aussi la semaine prochaine une semaine très importante pour les détachements de coupons avec un impact sur les frais de financement dès lors que vous tiendrez une position trading au-delà d'une journée sur notre CFD France 40. Sous vos yeux, les dates à suivre qui concernent les différentes échéances de crédit de la Grèce. Chacune de ces dates est susceptible de provoquer un événement de crédit dès lors que le gouvernement grec ne pourrait y faire face. Et notamment donc le 6 mai, adjudication de bons du trésor grec. Alors la Grèce émet encore de la dette, le marché souscrit, mais généralement cette nouvelle dette permet simplement de rôler la dette publique grecque, c'est-à-dire de rembourser la dette précédente pour basculer, prolonger dans le temps les échéances. Le 8 mai, échéance de bons du trésor grec pour 1,4 milliard d'euros. Le 11 mai, remboursement de dette au Fonds monétaire international pour 774 millions d'euros, etc., etc. Lisez avec attention cet article, je vous mets d'ailleurs le lien dans la file commentaires. Avant de débuter ce morning meeting et de répondre à vos questions sur les charts, je vous rappelle et je vous invite à participer au sondage Investment Trend qui vous permet de partager votre opinion sur nos produits et services FXM France et Daily FX France. Un sondage, il suffit de cliquer sur des cases, ce qui nous permettra de savoir vers où destiner nos ressources pour améliorer nos produits et services. Vous êtes client FXECM, vous cliquez sur ce premier lien. Vous n'êtes pas client FXECM, vous cliquez sur ce second lien pour participer à ce sondage Investment Trend. C'est primordial, sinon nous ne savons pas, enfin nous savons, mais nous voulons clairement tendre vers ce qui vous plaît le plus pour optimiser nos produits et services. S'il vous plaît, participez donc à ce sondage d'opinion. Alors, concrètement, j'espère que le son et l'image fonctionnent normalement parce que sinon je parle dans le vide, mais je pense que oui. Je vais revenir sur les éléments à suivre aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors, notamment ce matin, vous avez pu prendre connaissance d'un indice IFO supérieur aux attentes en Allemagne, ce qui a permis d'ailleurs au DAX de confirmer ce sentiment haussier qu'avait au fond Luc Vaudan depuis l'ouverture des marchés ce matin et le début de la session de trading compte réel à partir de 9h. D'ailleurs, la session de trading compte réel de Luc Vaudan est en train d'être chargée sur notre chaîne YouTube Daily FX France. Elle sera disponible en fin de matinée et vous aurez loisir tout au long du week-end de la reparcourir. Quelles sont les choses à savoir? L'euro-dollar autour des 1,08, l'USDN 119,50.
Concrètement, ce que je retiens des dernières heures, c'est la reprise haussière des rendements obligataires core, notamment le rendement US et le rendement allemand, qui ont tous repris du poil de la bête. Rappelez-vous que le rendement allemand en début de semaine était à 0,07, il termine la semaine à 0,17. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est très important à suivre. Et d'ailleurs, j'avais mis en avant un certain nombre de niveaux de support qui cette fois-ci n'ont pas fonctionné. Il y a clairement une vague de prise de bénéfices sur le prix du Bund alors que ce marché a atteint 160,70 points. Vous avez sous les yeux le prix du contrat. Le rendement obligataire allemand se reprend. Alors faut-il y voir simplement des prises de bénéfices ou faut-il y voir globalement une sensation de risque supplémentaire au sein de la zone euro? Il est vrai hier que nous avons pu prendre connaissance des indices PMI flash au sein de la zone euro au mois d'avril. Alors, il reste solide. Les anticipations sont toujours en faveur d'une accélération de la croissance économique, mais les anticipations d'accélération de la croissance économique ont ralenti. Voilà comment il faut lire hier les indices PMI de Markit en estimation préliminaire au mois d'avril. Je vais vous parler du pétrole, je vais vous parler d'un certain nombre de choses, notamment justement de ce prix du pétrole. Pourquoi? Parce que je défends, avec notamment mon collègue Adrian, sur le prix du pétrole, une stratégie positive, et ce depuis plusieurs semaines, en mettant en avant une conjonction d'éléments à la fois d'ordre fondamentaux et techniques. Vous avez un certain nombre d'articles sur notre site qui vous permettent de bien comprendre. Mais moi, ce que j'observe, ce sont tout d'abord des éléments qui concernent l'offre et la demande, sur laquelle je suis revenu à plusieurs reprises, notamment la réduction de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et au Canada, une inflexion légère, en tout cas une décélération de la croissance de la courbe du restockage de barils de pétrole aux États-Unis, et puis à cela s'ajoute un certain nombre d'éléments qui sont relatifs à l'offre de pétrole, des négociations au sein des pays exportateurs de pétrole. Bref, depuis un mois, le secteur pétrole et gaz est le plus solide sur les marchés actions internationaux, notamment au sein des marchés actions de la zone euro, avec en toile de fond cette hausse du prix du pétrole qui s'est traduit d'ailleurs sur le marché des changes, et là c'est l'approche intermarché, par une très forte hausse du dollar canadien depuis maintenant 4 semaines, avec des stratégies qu'on vous a proposées, notamment vendeuses sur l'USD CAD, vendeuses aussi sur le NZD CAD, mais ça, il y a aussi bien sûr le dollar néo-zélandais qui est sous pression. Le pétrole hausse hier dans le sillage bien sûr des tensions géopolitiques. N'oublions pas qu'il y a toujours des événements militaires qui ont lieu au Yémen, sans rentrer dans les détails. Puis vous ajoutez à cela la baisse de la production de pétrole aux États-Unis la semaine dernière. C'est en effet ce qu'a reporté cette semaine l'administration américaine d'informations sur l'énergie. D'une part, alors en effet, un début de décélération du rythme de stockage de barils de pétrole aux États-Unis, mais surtout une baisse hebdomadaire de la production de pétrole pour la 3e fois en 4 semaines. Ça, c'est donc quelque chose qui tend à agir à la hausse sur le prix du pétrole. Et puis, depuis le début de la semaine, je vous rappelle que le prix du pétrole est aussi soutenu par les nouvelles mesures de soutien de la Banque populaire de Chine et tout ce qu'anticipe le marché finalement sur les futures mesures de soutien aussi du gouvernement chinois qui sont censées bien booster la croissance économique chinoise, premier importateur de matières premières industrielles dans le monde. L'analyse technique du contrat WTI, US Oil, que vous avez sous les yeux. Eh bien, que nous dit-elle cette analyse technique? Je refais la dynamique depuis quelques semaines. Tout a commencé par un piège baissier, un bear trap. Concrètement, de quoi s'agit-il? Lorsque un marché casse un support et qu'il ne le confirme pas, à savoir les cours réintègrent le support. D'autre part, vous avez ici ce qu'on appelle une structure en avalement haussier multiple. Un grand corps ici, en données H4, qui le 18 mars, a avalé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une bonne dizaine de petits corps baissiers. D'ailleurs, il y avait dans l'absolu une cassure qui n'était pas significative. Le signal d'achat est donc donné ici à 44,60 $ le 18 mars 2015 en fin de session européenne. Vous avez un piège baissier. En l'état, c'est un signal d'achat sur le prix du pétrole. Et depuis, le prix du pétrole n'a cessé de progresser au sein d'un canal de progression ici, relevé par l'analyse chartiste. Bon, nous savons aussi que sur les graphiques de long terme, le niveau de prix des 44 $ est un pivot, donc un pivot qui est important à suivre. Et puis depuis, une succession de signaux techniques positifs qui m'a amené à défendre une cible à 60 $, et peut-être davantage.
Le marché a fini de me convaincre d'un point de vue technique le 10 avril, lorsqu'il est sorti par l'eau d'une configuration en wedge au-dessus du support ici à 50 $. Nouveau signal d'achat le 15 avril en début de session américaine avec la cassure de la résistance à 54,21 $, activant une figure chartiste, cette fois-ci, en double bottom sur le niveau de prix des 44 $. Depuis, la progression a ralenti, mais elle n'en reste pas moins positive. Je vise toujours le niveau de prix des 60 $, et pour cela, il faudra désormais franchir une résistance qui s'établit à 58,61 $. Sur le très court terme, je vous invite à surveiller non pas cette ligne de canal qui n'a finalement que peu d'utilité, mais cette ligne de tendance haussière. Je vais la mettre d'une couleur un peu plus apparente, que les choses soient bien claires. Je pense que le moindre test, la moindre touchette ici sur cette ligne de tendance haussière sur ce CFD, notre CFD US Oil, serait donc une opportunité pour se placer dans le sens de la tendance ici sur le pétrole brut US. Dans tous les cas, je confirme mon anticipation positive sur le prix du pétrole avec désormais donc un tout premier support qui s'établit ici sur le niveau des 57,35. Alors, j'en reviens maintenant à des éléments qui sont propres à l'approche intermarché, à savoir des liens qui peuvent exister entre des actifs, mais appartenant à des classes d'actifs différentes. Alors ce sont des raisons fondamentales qui l'expliquent. Pourquoi assistons-nous à une corrélation positive, notamment depuis le début du mois d'avril, entre le prix du pétrole et le taux du dollar canadien sur le marché des changes? Tout simplement parce que le Canada est un grand exportateur de pétrole. Le Canada tire des ressources, des revenus très importants de ses exportations de pétrole, dont le revenu immédiat est dû au prix du bien exporté, entre autres ici le pétrole. À cela s'ajoute qu'un retour en hausse du prix du pétrole fait qu'un certain nombre de puits redeviennent rentables, alors que sous 40 $, voire sous 50, ils ne l'étaient pas ou juste à l'équilibre. Dans tous les cas, le Canada est un des pays qui bénéficie le plus de la remontée du prix du pétrole. Que nous dit l'analyse technique de l'USD-CAD? D'une certaine façon, on peut considérer que nous avons une paire USD-CAD qui correspondrait à un ratio 1 sur WTI. D'une certaine façon, on peut lire les choses comme ça, sur le court terme. Alors que le WTI s'était stabilisé dans un range entre 44 $ et 54 $ tout au long du premier trimestre, la paire USD-CAD s'est stabilisée dans un range entre 1,2380 et 1,28 $ canadiens tout au long du premier trimestre. Lorsque le prix du pétrole a réalisé une cassure haussière de la résistance des 54 $, le taux de change USD-CAD a réalisé quant à lui une cassure baissière du support à 1,2380. Le range qui s'établit entre 1,2380 et 1,28 agit désormais comme un couvercle en béton armé, une chape de plomb en béton, si vous voulez, au-dessus de nos têtes, qui désormais peut porter le taux de change plus bas. À cela s'ajoute la direction des indicateurs de tendance, et notamment cette moyenne mobile simple à 20 jours, qui désormais viendra appuyer sur les cours pour les porter plus bas. Quelle a été hier mon analyse de l'USD-CAD? Eh bien, je vous ai expliqué que ce marché évoluait désormais ici dans une compression. Alors, on est aussi sorti par le bas de cette espèce de canal chartiste. Les cours d'ailleurs ont effectué deux pullbacks. Vous avez ici cette ancienne ligne de pullback. Un premier ici à 1,2330, un second à 1,23. Autant d'opportunités d'adopter une stratégie de vente. Et hier, je vous ai expliqué que j'anticipais la résolution baissière de cette compression entre cette petite oblique de soutien, cette oblique de résistance de portée supérieure, et c'est donc ce qu'il s'est produit avec désormais sur ce marché une nouvelle résistance qui s'établit au niveau de prix des 1,22. Cette stratégie est donc active dans nos colonnes depuis le 15 avril et la cassure des 1,2380. Désormais, c'est comme le pétrole, à savoir que pour accélérer sur le pétrole, il faut désormais franchir cette résistance ici à 58,61 pour aller chercher les 60. Et en ce qui concerne le taux de change USD-CAD, pour aller chercher désormais plus bas, il va falloir briser cette première extension de Fibonacci à 1,20.75. 0,68, c'est le coefficient multiplicateur le plus percutant lorsqu'on l'applique à l'amplitude d'une figure dont les prix en sortent, soit par le haut, soit par le bas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dès la cassure des 1,2380, je vous avais à ce moment-là annoncé défendre une cible à 1,20.75 $ canadiens. Et désormais, tant que les prix s'établissent sous les 1,2210,
Je pense que le marché peut retomber d'une part en direction ici des 1,20.75, briser les 1,20.75, renverrait ce marché en direction des 1,20 et potentiellement les 1,19 si le prix du pétrole devait accélérer davantage. Pour se positionner, je ne vois qu'un élément sur le prix du pétrole, la ligne de tendance haussière en place depuis le 18 avril. Lorsque vous êtes sur votre chart H4, elle attrape le bas de marché du 18 avril et le bas de marché du 1er avril, et elle attrapait d'ailleurs précisément le bas de marché du 10 avril qui correspondait donc à ce niveau de support des 50 $. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme approche intermarché entre le taux de change USD CAD et le contrat US Oil. Vous avez de la même façon ce même type d'anticipation sur le CAD Yen. Je peux dire ce matin objectif atteint sur le CAD Yen puisque mon graphique est inchangé et que je vous présente cette extension de Fibonacci des 0,618 depuis la cassure des 98,60 établissant un objectif de cours à 98,71. Le marché l'a atteint ce matin, 98,67, permettez-moi 4 pips d'écart. Je pense que ce marché a toujours de bonnes chances d'y aller. Il est vrai que j'avais insisté sur la nature de bons supports du niveau ici des 97. Tout simplement, voilà, un mouvement de reprise en 3 temps, la sortie par le haut d'un range, pour certains un double bottom. Voici les targets ici, 98,71. C'est pourquoi cette zone m'intéressait plus que les autres, parce que c'est dans cette zone que je retrouvais une conjonction d'extension, puisque vous avez à la fois ici l'objectif de cours du range, c'est 98,82, et les 0,68 d'un mouvement de reprise en 3 temps à 98,71. Donc concrètement, cette stratégie qui consistait à jouer l'appréciation du prix du pétrole et à retrouver sur le marché d'échange une corrélation positive avec le taux du dollar canadien sur le marché d'échange à travers la baisse de l'USD CAD et la hausse du CAD Yen, eh bien, est une stratégie qui est couverte de succès. Vous êtes dans le morning meeting de 11h DailyFX. Je vais donc vous présenter une analyse technique des actifs majeurs sur ce marché. Je vous rappelle que, avant d'envisager les indices boursiers, vous êtes en plein cœur de la saison des trimestriels, tant au sein de la zone euro qu'au sein des États-Unis. Je vous ai hier expliqué que je restais positif sur le CAC 40 au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours et positif sur le DAX au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours. Ce matin, le CAC et le DAX rebondissent de manière significative sur ces deux indicateurs de tendance. Mais attention, les indices boursiers de la zone euro sont dans des ranges depuis la semaine dernière et une première semaine de consolidation hebdomadaire plus vue depuis la mi-décembre 2014. Donc il faut cependant se montrer prudent et ne pas hésiter à utiliser les niveaux de support pour les stratégies positives ou les niveaux de résistance pour des stratégies de vente. Je vais, permettez-moi, vous refaire la séance du DAX ce matin. Que s'est-il passé sur le DAX ? Et je vais notamment insister sur un concept qui est très efficace, que je viens d'illustrer sur le pétrole WTI, le concept du piège, du contre-pied. C'est exactement ce que vous avez eu ce matin sur le DAX. Alors, vous êtes ici sur un chart en 5 minutes. Il y a plusieurs façons de vous montrer ce qui s'est passé ce matin. Mais concrètement, voilà comment je vois les choses sur ce marché. Alors, le DAX ce matin s'établissait dans un range entre 11 800 points et 11 600 points. 11 600 points qui est le niveau de support majeur. Pourquoi ? Car c'est la ligne de coup d'une structure potentielle en tête-épaule. Alors forcément, si un jour on casse 11 800 points, c'est la cave. On va à 11 000 points. Mais le marché n'a pour l'instant pas décidé de casser les 11 000 points. Les 11 600 points sont renforcés par cette moyenne mobile à 50 jours qui est affichée ici sur les bougies japonaises en données 5 minutes. Que s'est-il passé ce matin ? Vous avez ici la tentative de cassure des 11 755 points. Lorsqu'on casse un support, le marché est censé donc partir dans une phase de baisse. Tentative de cassure de la moyenne mobile à 50 jours. Exactement ce qu'il s'est passé lors de la séance du 23 avril. La cassure n'est pas confirmée. Le chandelier suivant réintègre le support. C'était donc ce matin un piège baissier sur le DAX. Et derrière s'est déployée donc cette phase de contre-pied. Autre élément qui m'a plu lorsque le marché s'est présenté à nouveau au contact des 11 800 points, nous avions ici des chandeliers d'hésitation, ici une shooting star, ici une ligne pénétrante baissière, ici en 5 minutes sur le DAX, et nous avions au contraire ce matin entre 10h20 et 10h30 des chandeliers qui ont pris la forme d'une toupie permettant de tracer une sorte de fanion après un mât haussier sous la résistance dans le 1810 points. Le DAX en est sorti par le haut et a accéléré à 11 880 points. Voilà donc comment l'analyse technique permettait de se positionner long ce matin
sur le DAX. Alors maintenant j'en viens à mes chandeliers japonais en données 4 heures pour vous montrer que ce marché reste hautement neutre et hautement volatile dans un range bien établi entre deux indicateurs de tendance. Vous avez d'une part la moyenne mobile simple à 20 jours qui capte les cours et qui se situe à 12 000 points. Et au contraire, ici, en données 4 heures, eh bien, cette moyenne mobile simple à 50 jours. Alors moi, en swing, je vais vous dire, c'est complètement neutre. C'est certain, c'est complètement neutre ici sur le DAX en swing trading. Mais pour le moment, eh bien, cette moyenne mobile à 50 jours tient. Alors si j'attrape un élément chartiste, on retrouve en effet sur le DAX cette ligne de tendance baissière qui pour l'instant capte les cours. Et voilà globalement dans quelle compression ce marché se retrouve. On peut effectivement faire l'hypothèse d'une formation en triangle sur le DAX qui est assez sympathique. Je trouve que la pattern existe aussi sur le CAC et je vais vous la montrer dans un second temps. Voilà donc comment à l'aide des bougies japonaises, cette fois-ci en données 4 heures, je peux vous présenter une vue de chartiste ici sur le DAX. Les résultats des entreprises, je vous ai hier présenté un bilan dans l'émission Closing Bell, notamment des résultats proposés par Michelin. Je suis aussi revenu sur le titre Alcatel-Lucent suite aux résultats décevants d'Ericsson, le géant suédois, à la bourse de Stockholm. Laissez-moi vous faire un bilan des résultats à Wall Street. Selon Bloomberg, 190 entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats. 128 ont battu les attentes du consensus en termes de profitabilité. 55 ont fait moins bien. Pourquoi le Nasdaq surperforme? Le Nasdaq Composite signe sa meilleure clôture depuis 15 ans grâce au nouveau record du titre Apple. C'est pour cette raison que chez DailyFX, nous vous proposons régulièrement des stratégies positives, non pas sur le SP500, non pas sur le Dow Jones, mais sur les indices Nasdaq. Alors, je n'ai pas l'indice Nasdaq Composite à vous montrer, mais le Nasdaq 100, sur lequel je reviendrai plus tard. Le CAC 40 voit désormais sa dynamique complètement neutralisée depuis le 15 avril. Je pense que les cours s'établissent désormais dans un trading range. Je vous rappelle le cadre de fond. Nous avons au-dessus de nos têtes, au niveau des 5280 points, la fameuse ligne de tendance baissière de long terme. Lorsque vous êtes sur des graphiques de très long terme, c'est la ligne de tendance qui attrape le sommet de marché de l'année 2000 et de l'année 2007. Donc ça c'est une chose, vous le retrouvez ici donc sur les bougies japonaises en données 4 heures. D'autre part, les cours sont soutenus à la différence du DAX par cette moyenne mobile simple à 20 jours. Et voilà donc la dynamique du CAC 40. Dans tous mes points de marché depuis le début de la semaine, je dis dynamique neutre entre la résistance à 5240 points et la moyenne mobile simple à 20 jours. J'ai formulé hier soir avec vous dans l'émission Closing Bell l'hypothèse chartiste d'une formation en triangle ici sur notre CFD France 40. C'est une hypothèse que je renouvelle. Alors, ce que nous pouvons faire d'ailleurs pour tracer les choses de manière propre, c'est attraper cet outil ici qui permet de déterminer vraiment quelque chose de chartiste qui soit propre. Voilà donc actuellement où se situe le CAC 40. Il teste cette oblique. D'une certaine façon, il teste une résistance là, le CAC 40. Et donc nous sommes dans ce range. Moi j'apprécie tout à fait les stratégies de positionnement au contact de la partie basse de cette figure chartiste, d'autant plus qu'elle reste pour l'instant soutenue par cette MM20. Et puis au-dessus de nos têtes, cette oblique baissière de long terme que vous retrouvez sur les charts mensuels. Alors, je vais vous la remontrer ici sur le chart mensuel du CAC 40. La voici, c'est cette oblique là, c'est cette puissante oblique. Donc pour le moment, elle continue de couvrir les cours. Et cette oblique rouge sur les chandeliers mensuels du CAC 40, eh bien, vous la retrouvez sur ce chart H4 du CAC. Si on en sort par le haut, par contre, le marché reviendra tester bien les 5265. Mais nous étions sur support hier, clairement, hier. Y a-t-il la possibilité de voir le DAX pousser jusqu'à 11 950? C'est de l'ordre du possible. Mais sa dynamique est de toute façon complètement neutre. Après, il y a quelque chose aussi qui est important à suivre, c'est cette oblique sur le DAX. Le DAX est actuellement pile poil sous cette oblique de résistance. Donc, voilà
où nous sommes. Voilà. Donc pour l'instant, le DAX il teste cette oblique de résistance. Donc la compression est de plus en plus étroite. La compression du DAX, elle est désormais entre 11 850 et 11 745. Ça devient extrêmement serré. Ce qui est certain, c'est que cette compression va finir par en sortir. Mais le cadre de fond, je dirais que c'est ce range entre MM20 jours et MM50 jours, ici sur le DAX. Voilà donc pour le topo que je pouvais vous présenter sur le CAC et DAX, qui sont actuellement sous résistance, intraday en tout cas. Euro-dollar. Alors, quelle vue de marché puis-je vous proposer sur l'euro-dollar? Alors, qu'est-ce qui impacte aujourd'hui l'euro-dollar? L'IFO, bien sûr, ce matin, mais pas seulement, le sommet de l'Eurogroupe qui a lieu à Riga. Le sommet de l'Eurogroupe qui a lieu à Riga aujourd'hui, le marché n'attend pas d'accord entre les partenaires de la zone euro et le gouvernement grec. D'ailleurs, au moment où je vous parle, sauf si de nouvelles informations sont arrivées, le gouvernement grec eh bien, n'a pas fourni de liste de réformes, à moins que à moins que de nouvelles informations soient arrivées depuis. Alors, ok, donc Marie va me confirmer que c'était bon pour le son et l'image, puisque j'ai eu peur, puisqu'à 11h29 quelqu'un m'a dit non. Mais lorsque parfois le son coupe chez vous, n'hésitez pas à faire F5, mais je viens de vérifier, le son est bon, n'hésitez pas à me le rappeler si vous êtes dedans. Alors, hier, nous vous avons formulé deux hypothèses chartistes. C'est du chartisme, c'est simple. Le triangle symétrique du CAC 40, les cours étaient dans la partie basse hier soir, on rejoint la partie haute ce matin, en prenant appui sur ces indicateurs de tendance précisés, moyenne mobile simple sur le CAC 40 à 20 jours, moyenne mobile simple à 50 jours, sur notre grand ami allemand, le DAX. Nous avons formulé une seconde hypothèse hier qui était celle d'une structure en triangle symétrique sur le taux de change euro-dollar. Je reprends mon graphique hier et vous pouvez observer que vous avez eu ce matin un pullback vous permettant de vous positionner. Le taux de change euro-dollar a réalisé une cassure haussière hier en atteignant 1,0820. Lorsque le taux de change euro-dollar est revenu sur 1,0780, c'était un pullback. Un pullback, c'est-à-dire un bon timing pour se positionner. Que fait depuis le taux de change euro-dollar? Nous avons un grand corps ici en données 4 heures avec la cassure d'un niveau de prix horizontal qui s'établit à 1,0849, 1,0850. En cours de clôture, je dirais que le premier support il est davantage à 1,0830, enfin entre 1,0849 et 1,0830. On teste, j'essaie vraiment de vous le décortiquer, parce que honnêtement l'euro-dollar c'est ce qui est le plus compliqué. Surtout, mais il est redevenu, je dirais, davantage directionnel depuis hier après-midi. Et désormais, on teste les 1,0880, qui est donc ce niveau de résistance horizontale. Le biais, il est positif depuis hier, et notamment depuis les signaux techniques qui ont été donnés hier à la cassure des 1,0780, et notamment ce matin en session asiatique au pullback sur 1,0785. Je pense que si l'euro-dollar franchit les 1,0890, maintenant, c'est pour rejoindre les 1,0950. Donc j'ai envie de vous dire sur le taux de change euro-dollar que le premier support s'établit entre 1,0830 et 1,0845. Première résistance à 1,0888. En cas de franchissement des 1,0888, il s'agira de viser les 1,0950 sur le taux de change euro-dollar. Le CAC et le DAX sont bien sous ces fameuses résistances évoquées et pour le moment rejettent deux obliques de résistance traçable uniquement en utilisant un outil chartiste qui consiste à relier les sommets de marché les plus saillants à la fois sur le CAC et à la fois sur le DAX. Pétrole, je vous en ai largement parlé. L'USD4, je vous en ai aussi largement parlé. Les actifs sont nombreux. On va étudier les paires majeures. Et l'USD Yen. Alors l'USD Yen, dollar américain étant hier sous pression, des statistiques américaines hier décevantes en provenance des États-Unis, notamment les chiffres dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis, ont fait que l'USD Yen a calé sous les 120,10. De manière générale, l'USD Yen a perdu toute nature directionnelle depuis le milieu du mois de février, s'établissant désormais dans un range compris entre 118,30 yens et 120,60 yens. Donc ça, c'est une chose. On est sorti par le haut d'un espèce de wedge ici, qui était bien donc en position.
avec une cassure ici le 20 avril. Alors je vérifie, hein, mais il y a bien du son, donc n'hésitez pas à me le confirmer, puisque je vois que plus personne me le confirme là depuis 5 minutes. Si simplement quelqu'un pouvait me le confirmer, mais moi je viens de vérifier, tout va bien. Hier donc, suite à ces mauvais chiffres, l'USDN a cassé cette ligne de tendance et désormais se retrouve dans quelque chose qui est extrêmement difficile. C'est parfaitement neutre, en plein milieu d'un range. Je ne vois pas réellement ici ce qu'il y a d'intéressant à faire sur ce cross USD Yen. Ok, impeccable, merci Hervé, j'avais peur. Ok, merci. Alors, l'AUD USD, l'USD CAD, je vous en ai parlé de l'USD CAD, je vais vous parler maintenant du GBP USD. Les statistiques britanniques sont tout à fait solides et le GBP USD réalise une cassure haussière des 1,50. La paire est soutenue. D'une certaine façon, je peux désormais dire que ayant franchi les 1,50, c'est tout à fait positif. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai dit hier? Que sous les 1,50, je craignais que ça chute. On franchit 1,50, c'est boule de la US sous pression. Peut-on envisager une structure en épaule, tête épaule ici sur le GBP USD? Écoutez, ce qui est certain, c'est que le taux de change GBP USD peut rejoindre les 1,5167, hein, qui sont cette résistance ici horizontale. Y a-t-il ici une pattern? Bon, si oui, quel en est l'objectif de cours? J'utilise les extensions de Fibo, donc je prends l'amplitude totale, que je vais bien ajuster. Je m'intéresse uniquement au 0,618, car c'est l'objectif que je vise en priorité. Disons qu'il existe une possibilité désormais de voir en effet le GBP USD rejoindre les 1,52, et ce désormais tant qu'il se maintiendra au-dessus des 1,50-20. Il y a un tout premier niveau de support sur le GBP USD qui s'établit maintenant à 1,50-80. Donc oui, le GBP USD c'est boule sur le court terme pour viser 1,52 voire 1,5250. C'est globalement la lecture que nous pouvons avoir sur le taux de change euro-dollar depuis la cassure des 1,0790. Et désormais, il faudrait franchir ces 1,0888. Ce qui me donne envie d'aller jeter un œil à l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, depuis l'atteinte de cette target à 0,7122, qui correspondait au coefficient multiplicateur de 0,618 appliqué à l'amplitude balayée ici par cette structure en double top au point de cassure, les cours se sont repris sur 0,7122. Il n'y a plus désormais ce type de pattern. J'estime par contre que l'euro GBP trouve avec les 0,7222 une résistance. Donc, je pense que cette résistance sur le GBP USD à 0,7222 reste toujours exploitable pour envisager une stratégie de vente. Le GBP NZD, nous vous en avons beaucoup parlé à la fois du fait du GBP mais surtout du dollar néo-zélandais avec probablement lors des prochaines séances une modification de la politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui globalement souhaite certainement corriger son action monétaire du premier semestre 2014 qu'il a vu contre finalement toute logique monter ses taux d'intérêt seule au monde, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas confirmé au second semestre. Elle envisage de rectifier le tir et probablement de réabaisser son taux d'intérêt directeur. Ce qui met le dollar néo-zélandais sous pression et notamment permet au GBP NZD de se reprendre sur un puissant support mensuel. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises mensuelles de la paire de devises GBP NZD et vous pouvez constater qu'au niveau donc des 1,9350 se trouve donc un gros niveau de support sur cette paire de devises. L'idée c'est quoi? C'est que tant que ce marché maintient ce support mensuel, on peut en envisager la reprise. J'avais envisagé un objectif à 2. Nous sommes à 2. Peut-on envisager davantage sur le GBP NZD? Nous pouvons en effet envisager davantage, notamment si la politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se modifie. 2,03. Je retrouve ici donc cette pattern sur le GBP NZD. Tout a commencé par cette structure H4 en épaule tête épaule inversée avec un signal d'achat donné à 1,9525. Attention, on arrive sous résistance, mieux vaut maintenant prendre des bénéfices, hein, clairement. Hein. L'idée c'est qu'on, lorsqu'on a une stratégie positive, l'idée c'est qu'on ne peut pas acheter tous les jours à tous les moments. Hein. C'est une question de timing. On vous en a énormément parlé le 21 et le 22 avril.
Nous atteignons désormais un objectif de cours. Ce marché va peut-être respirer, et encore ce n'est pas acquis, mais ce qui est certain, c'est que je pense que cette résistance pourra être franchie par le marché. Donc, le GBP-NZD teste les deux, c'est un pivot. On peut envisager une temporisation sous les deux. Ce qui est certain, c'est que lorsque les deux seront franchis, le GBP-NZD pourrait s'envoler, mais peut-être même à 2,10. Enfin, vous voyez, il y a une possibilité de voir le GBP-NZD finalement continuer ses oscillations entre 1,93 et 2,10. Donc, le niveau des deux est un pivot. En cas de cassure des deux, la hausse peut tout à fait se prolonger à court terme, je pense déjà dans un premier temps, en direction ici des 2,03. Et j'aurais tendance à m'intéresser à des niveaux de support pour se placer, et pourquoi pas ce niveau des 1,99. En tout cas, clairement, elle reste positive, à la fois du fait de la force du GBP et de la faiblesse du NZD. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que le dollar canadien se montrait tout à fait solide, eu égard à la force du pétrole et du prix du pétrole depuis maintenant quelques semaines. Je vous ai expliqué que le dollar néo-zélandais était sous pression du fait des anticipations de modifications de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Que se passe-t-il sur le marché des changes lorsque l'on croise le dollar néo-zélandais et le dollar canadien? Vous obtenez le taux de change NZD CAD. Logiquement, le taux de change NZD CAD devrait être la paire de devises la plus faible ou une des plus faibles du marché des changes. Sans surprise, c'est donc la réalité, avec un signal de vente donné hier sur le NZD CAD à la cassure des 0,9335 et confirmé par la cassure des 0,9293. Je vais vous positionner ici un niveau de prix horizontal. Vous avez d'autre part le NZD4 qui a brisé cette ligne de tendance haussière en données 4 heures, qui attrapait le bas de marché ici du 8 décembre et le bas de marché du 11 mars. Le NZD4 va probablement revenir tester les 0,9140. C'est l'équivalent des deux sur le GBP-NZD. Attention, on peut rebondir à court terme, mais le risque est que le GBP-NZD franchisse les 2 dollars canadiens et le risque 2 dollars néo-zélandais, et le risque est que le NZD CAD casse le support à 0,9142. Si jamais le NZD CAD casse le support à 0,9142, ce sera pour se replier ici en direction des 0,93. Alors, évoquons les autres paires majeures, le GBP-USD, l'USD-CAD, l'USD-Yen c'est fait, le NZD-USD. Je reviens brièvement sur cette stratégie qui a consisté à se positionner vendeur sous la puissante résistance hebdomadaire des 0,77 $, ici sur le taux de change NZD-USD. Bon, bah écoutez, c'est ce qui s'est produit. Le risque sur le NZD-USD désormais est de rebasculer sous les 0,7536. Il y a donc sur le NZD-USD une première résistance à 0,7633 qui est la ligne de coup d'un double top ici à 0,7740. Je pense qu'on a désormais ce type de compression sur le NZD-USD. Compression entre cette oblique de tendance haussière et cette première résistance à 0,7633 voire même 0,7605. Je pense qu'on va faire un range avant d'en sortir par le bas sous l'impact des anticipations de baisse qui concernent le dollar néo-zélandais. Je vais vous parler un peu de Wall Street parce que Apple a fait des nouveaux sommets historiques, Amazon a publié de bons résultats, Google a certes légèrement déchu, mais globalement le Nasdaq Composite établit de nouveaux records de 15 ans. Regardez le signal d'achat donné par le Nasdaq 100 hier. Le Nasdaq 100 donne un nouveau signal d'achat en réalisant une cassure haussière de ses sommets du 2 mars 2015. C'est donc pour cette raison que nous vous proposons, depuis la tenue du support majeur à 4100 points, uniquement des stratégies d'achat sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq est en route pour ses sommets de l'année 2000 et notamment le Nasdaq 100. Lorsque j'étudie ces bougies japonaises en données 4 heures, voilà où a été donné le signal d'achat du Nasdaq 100 sur cette bougie du 23 avril hier lors de la session US. Cassure haussière des 4470 points, c'est boule le Nasdaq et ce n'est pas terminé.
Alors, désormais, que peut-on viser sur le Nasdaq 100? Eh bien ça, je vous invite, moi, tout simplement à aller chercher des niveaux de résistance que vous pouvez trouver par le passé. Mais il existe désormais sur les 4480 points un premier niveau de support ici sur le Nasdaq 100 sur lequel se positionner donc dans le sens de la tendance. Ça reste l'indice US le plus haussier. Les raisons sont fondamentales. Ce sont tout simplement les bons trimestriels des poids lourds technologiques, Apple, Amazon, etc. etc. C'est comme ça. Voilà. Les entreprises US, elles font du chiffre, et donc le Nasdaq signe de nouveaux records. CAC 40, lui, vous voyez que pour le moment reste bloqué par cette oblique de résistance ici, et le CAC 40, j'aime beaucoup mon hypothèse de triangle, je la tiendrai. Je pense que j'ai le cadre qui est le bon, l'oblique de résistance de long terme, la moyenne mobile à 20 jours et ce triangle symétrique chartiste en données H4 qui est propre. Voilà dans quoi évolue l'indice parisien sur le court terme. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions en laissant ici le CAC 40, le US Oil et cette belle cassure haussière sur le Nasdaq 100 qui est réellement vraiment jolie. Alors, quelques commentaires sur la session de trading précédente. Donc voilà, bonjour Raymond, vous découvrez nos webinaires. Eh bien écoutez, c'est une bonne chose, j'espère que cela vous plaît. Voilà, bonjour à tous. Alors bon, que la session de trading de Luc Vaudan fasse parler ou pas, dites-vous bien que bon, c'est toujours, imaginez-vous, vous exposer face à un millier de personnes, voire plus, avec un compte de trading réel, c'est du courage, on en pense du bien ou du mal, remettons donc les choses dans leur contexte. Après, bien sûr que tout le monde est libre de s'exprimer sur les webinaires auxquels il assiste, mais je tiens à rappeler que c'était une session de trading avec un compte réel. Et honnêtement, je pense qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés pour tenir 2 heures, d'autant plus que lorsque le marché, dans un premier temps, ne part pas dans le sens anticipé. Alors, qu'est-ce que je pense du Nikkei? Alors c'est vrai que le Nikkei, je vous en propose une analyse technique régulière. Je vais donc aller chercher le chart du Nikkei immédiatement. Alors, c'est parti. Je vais donc vous proposer une analyse technique des bougies japonaises du Nikkei 225, un instant. Alors le Nikkei, je confirme ce que je dis hier et ce que je dis depuis un certain temps. C'est un indice qui est haussier, sur lequel je visais 20 000 points, mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. Et je vise toujours une résistance de l'année 2000 à 20 800 points. Et on est peut-être en train de tester ici un support. Bon, alors on a fait un nouveau sommet, j'avoue c'est marginal, ça accélère pas forcément. Mais pour le moment, moi sur le Nikkei, je conserve, tant qu'on tient cette ligne de tendance haussière, ici, une vue de marché positive. Et avec donc un premier support sur les 20 100 points. Je pense que cela est susceptible de tenir. Invalidation sous les 19 500. C'est un scénario swing, attention, c'est un scénario swing. Ce qui me gênerait, c'est de revoir le Nikkei rebasculer sous les 19 500. Tant qu'on tient les 19 500, je conserve une opinion positive pour viser de nouveaux tops sur ce marché du Nikkei 225. Alain 2612, vous nous donnez une instruction, une petite astuce sur le son. Lorsque le son coupe, mieux que faire F5, mettez la vidéo sur pause pendant 2 secondes, puis relancez la vidéo. Il s'avère que, étant donné que vous êtes très nombreux aujourd'hui, en effet ça coupe un peu, mais voilà, vous mettez la vidéo sur pause et vous redémarrez. Merci Alain 2612 pour ce commentaire qui, je pense, pourra profiter à beaucoup de monde. Alors, voilà donc pour le suivi des actifs que je pouvais vous proposer. Faites confiance à la tendance à Wall Street, et notamment sur le compartiment technologique. Nous avons un signal d'achat que nous retrouvons sur les indices Nasdaq Composite et Nasdaq 100. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 n'a pas encore cassé ses sommets historiques. Peut-être que ça va le faire. Dans tous les cas, on a quand même donné un signal positif ici sur le Nasdaq, sur le S&P 500 en débordant ici les 12 110 points.
Mais je préfère comme toujours le Nasdaq, hein. Il n'y a pas photo, de toute façon j'ai pas changé d'avis moi. Vous pouvez reparcourir mes articles indices boursiers depuis le début de l'année. Je crois que sur le Nasdaq 100, je n'ai jamais changé de titre, à savoir toujours stratégie d'achat, stratégie d'achat, stratégie d'achat. Et bon bah là l'analyse technique elle confirme. Donc je trouve ça d'autant mieux que cela repose sur de bons trimestriels. Voilà. Et donc en effet USA, hein, voilà une astuce que Alain a partagée donc pour avoir une bonne qualité de son et d'image. Alors, donc je vous remercie d'avoir assisté à cette session morning meeting et d'avoir avec vous cadré les marchés avec donc ce Nasdaq 100 sur lequel je termine avec un très beau signal d'achat. Le Nasdaq est en route pour ses records de la bulle internet des années 2000, chers auditeurs. Voilà, pause de 5 minutes, ne partez pas loin s'il vous plaît, je vous retrouve à partir de midi pour la suite de cette conférence en ligne du vendredi 24 avril. Alors, Karen Pelwal, notre spécialiste Ishimoku, pour des raisons personnelles, n'est donc pas disponible ce vendredi 24 avril, mais vous ne manquerez pas de la retrouver dans un prochain webinaire. D'ailleurs, sur notre site, vous avez une analyse de sa part qui a été proposée hier, donc je vous invite à la parcourir pour lire ses vues de marché. Forex Ishimoku, tour d'horizon des paires majeures du Forex. Je vous invite à la lire, mais ne partez pas s'il vous plaît, puisque je vais moi vous proposer un webinaire sur nos indicateurs de volume. Et puis de manière générale, je pourrais répondre à vos questions sur les indicateurs techniques. D'autre part, à partir de 13 h, vous retrouvez notre prochain invité qui est donc tout simplement Nicolas Lavallée, qui vous proposera un webinaire sur la recherche et l'exploitation des canaux de régression et des fourchettes d'Andrews pour trader le marché. Merci à tous, restez bien présents et à dans 5 minutes pour la suite de cette conférence online DailyFX FXCM du vendredi 24 avril 2015.